Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Il n'y a aucun doute que la désormais affaire Ben Agoun fera date. Plus que d'être celle d'un violent et brutal lynchage, d'un politicien du sérail, par le sérail lui-même, elle aura montré toute la déchéance d'un régime en décomposition, c'est le mot. D'un régime en décomposition qui entre de lui-même dans une démarche suicidaire, qui se distingue depuis quelque temps à se mettre lui-même dans des situations qui montrent toute l'ampleur de sa dégradation. L'affaire Ben Agoun est en effet symptomatique de cette médiocratie dont on ne sait plus qui la dirige, qui la contrôle, ni même ce que sont ses objectifs. Voici donc un jeune militant d'un parti politique, on ne peut plus inféodé pourtant au régime, et dont le principal dirigeant, Amara Ben Younes, a été évincé sans ménagement de son portefeuille de ministre du Commerce il y a peu. Évincé malgré le zèle frénétique qu'il témoignait tous les jours à la fratrie Bouteflika. La première énigme est que si l'on s'en réfère aux critères du régime, ce jeune homme, Messoud Ben Agoun, n'était tout simplement pas ministrable. Rien ne l'y disposait. Politiquement parlant, il appartenait à une formation politique, un parti, qui avait été mise au placard par le régime qu'elle servait pourtant avec empressement, un empressement peu coutumier. Dans un système où ce genre d'enthousiasme sert de pâte blanche. Ben Agoun était inconnu au bataillon et ne semble pas avoir, en dehors du parrainage de son chef de parti, un tout autre protecteur. Et, sur le plan bagage, diplôme, référence professionnelle, si tant est qu'on aurait voulu le nommer pour ses seules compétences, Messoud Ben Agoun ne semble pas le plus indiqué. Loin s'en faut. Juste une petite licence et aucune, mais alors aucune autre référence de taille. Et donc, la question est de savoir comment, avec un CV aussi mince et sans aucun parrainage de taille, il a pu être nommé à une telle charge, sur la simple proposition de son chef de parti lui-même, éjecté du gouvernement il y a peu. Mais bon, mettons cette curieuse nomination sur le compte de l'improvisation systémique et du bricolage professionnel qui distingue ce régime depuis quelque temps. L'autre question, à laquelle personne n'a encore apporté le moindre commencement de réponse, est pourquoi ce jeune homme a été débarqué aussi violemment, 48 heures après sa nomination. Voici le communiqué de la présidence, très laconique, mais très neutre aussi. Écoutez attentivement. Vous allez découvrir, si tant est que vous ne le saviez déjà, que le communiqué présidentiel ne fait aucun état des vrais motifs de la révocation. Je cite, « Conformément aux dispositions de l'article 93 de la Constitution et sur proposition de M. Abdelmajid Tebboune, Premier ministre, son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, a démis ce jour M. Messoud Ben Agoun de ses fonctions de ministre du Tourisme et de l'Artisanat. » Fin de citation. C'est tout. Vous avez bien entendu, aucun détail sur les raisons qui ont provoqué ce limogeage. Or, avant même que le décret ne soit notifié à l'intéressé, des médias très proches du cercle présidentiel et dont on ne peut pas concevoir qu'ils aient pu agir de leur propre chef, lancent le gros pavé dans la mare, en faisant état de motifs particulièrement ignominieux.
la chaîne An-Nahar est le premier média à porter les stockades, ou plutôt à se ruer à la curée, en nous apprenant que le tout nouveau ministre a été limogé par le président de la République pour des antécédents judiciaires gravissimes, pour 4 condamnations pénales, dont une à 6 ans de prison. 6 ans. Non pas 6 mois, mais 6 ans. Et la même chaîne Nahar nous donne même une information de taille, que ce sont les services de sécurité qui ont informé le président de ses antécédents. Et tout aussitôt, alors que le jeune ministre n'a pas fini d'exercer ses charges plus d'une demi-journée, la presse se déchaîne contre lui. C'est un véritable lynchage. Mais le désastre, le vrai, au-delà de cette mise à mort d'un homme qui s'était vu hissé au plus haut sommet de l'État avant d'en être descendu comme le dernier des resquilleurs, le plus grave est dans cette image de totale déliquescence que le régime algérien a donnée de lui-même. Les Algériens en sont encore sonnés. Ils savaient déjà que l'incompétence crasse est une caractéristique de ce régime après la prédation. Mais personne ne pouvait imaginer que c'était à ce point. Personne ne comprend pourquoi le régime n'a pas agi comme il l'a toujours fait, pour sauver les apparences. Il aurait très bien pu demander au ministre, qui venait d'être nommé, de démissionner lui-même et de lui-même. Juste démissionner en évoquant, par exemple, une raison de santé. Non. Pire que cela, le régime ou un membre très important du clan présidentiel a demandé aux médias qui sont à sa dévotion de lyncher le ministre qui venait d'être limogé, de le faire entrer dans le Guinness Book of Records des lynchages. Et ça, cette très curieuse attitude, cette attitude hystérique, est très significative de la nature et de l'état d'esprit de ce qui se cache derrière la malheureuse façade présidentielle. Il n'y a plus de doute, il y a péril en la demeure. Et plus que le délitement du sens même de l'État, plus qu'une odeur de complot qui se répand et qui menace, la question la plus lancinante qui se pose désormais est de savoir si le principal décideur du régime algérien ne relève pas d'un cas pathologique. Aujourd'hui. Maghreb émergent. Algérie. Pour le MPA, Messoud Benagoun est victime d'une machination diabolique par la rédaction. Al-Watan. Le nouveau ministre du Tourisme, Messoud Benagoun, limogé par la rédaction. TSA. Document. Messoud Benagoun, un casier judiciaire vierge par Faisal Metaoui. Affaire Benagoun qui a orchestré le lynchage. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle, avant de commencer, que nous avons lancé, comme d'habitude, comme nous le faisons systématiquement, des invitations aux représentants de l'État algérien qui n'ont pas décliné, n'ont pas voulu répondre. Et nous avons aussi tenté de joindre le principal concerné de cette affaire, M. Benagoun Messoud. Nous n'avons malheureusement pas pu le joindre. Alors, donc, avec nous pour en parler aujourd'hui, Bouchelfa Ben Mamar, qui va être avec moi bientôt sur le plateau. Au téléphone, nous aurons Faisal Metaoui, journaliste, et Borhan Messir, ex-fonctionnaire international à la retraite. Est-ce que Faisal Metaoui est avec nous? Pas encore. Borhan Messir, merci d'être avec nous. Borhan Messir. Est-ce que Borhan Messir est avec nous, s'il vous plaît? Borhan Messir, est-ce que vous m'entendez? Il semble qu'il y ait un petit souci. Ce sont, comme on dit, les aléas du direct.
Borhan Messir, vous êtes avec nous? Borhan Messir? Borhan Messir? Donc là, je suis vraiment... donc Borhan Messir, nous n'arrivons pas à le joindre. Faisal Matawi non plus. Bouchalva Ben Mamar n'est pas arrivé. Mais sinon, il y a 2 jours, je vous avais dit que nous allons laisser le top 3 en veilleuse pendant le carême. Or, je suis désolé de devoir vous le dire, nous allons le laisser se reposer un peu et vous laisser vous reposer. Et nous vous présenterons une nouvelle émission d'Arja et à laquelle nous vous inviterons systématiquement à intervenir pour nous dire votre idée. Nous vous parlerons de choses et d'autres qui nous concernent la société algérienne. Et de temps en temps, nous ferons le top 3 quand le sujet de l'heure est trop brûlant pour être laissé de côté. Borhan Messir, est-ce que vous êtes avec nous? Borhan Messir? Allô? Allô, Borhan Messir, merci d'avoir accepté notre invitation. Borhan Messir, on vous écoute, on vous entend. Borhan Messir? Il semble qu'il y ait problème. En attendant que le problème soit réglé, est-ce que nous pouvons montrer la photo du ministre d'Emi, limogé, M. Messoud Ben Aggoun, en train d'exhiber son casier judiciaire, s'il vous plaît? Alors là, nous voyons donc le jeune ministre. Il est à Batna, sa ville natale, où il s'est rendu pour retirer son casier judiciaire. Je rappelle, casier judiciaire numéro 3, qu'il nous montre vierge. Et donc, c'est comme s'il voulait nous dire. Et il a dit à Faisal Matawi tout à l'heure, qui sera avec nous, qu'il n'a pas de condamnation sur son casier judiciaire et qu'il ne comprend pas ces accusations qui ont été portées contre lui. Voilà. Est-ce que Borhan Messir est avec nous? Borhan Messir? Très bien. Faisal Matawi? Très bien. Alors, je vais vous dire mon sentiment en attendant que nous puissions donc avoir nos invités. C'est que ce qui est incompréhensible dans cette affaire, ce n'est pas tant que ce ministre soit limogé après avoir exercé une demi-journée, 48 heures après sa nomination. Ce qui est incompréhensible est d'abord comment il a été nommé. On nous dit que c'est Amara Ben Younes qui l'a recommandé. Or, Amara Ben Younes lui-même n'arrive plus à revenir au gouvernement, d'où il a été quasiment banni, il a été chassé. Son parti, le MPA, il n'y a qu'à voir ses résultats aux dernières législatives qui sont pourtant truqués pour savoir qu'ils ne représentent rien, ni pour la société, pour les électeurs qui ne l'ont pas élu, ni pour le régime qui décide des quotas à donner aux uns et aux autres. Et donc, d'abord, ce jeune ministre n'a pas d'encadrement politique, il n'appartient pas à des réseaux, à des lobbies, n'a pas de généraux dans sa famille. Et puis d'un autre côté, si tant est qu'on l'ait ramené comme technocrate, ça veut dire pour assurer vraiment la responsabilité de son département et non pas juste comme ça pour la galerie comme ils le font d'habitude. Parce qu'il y a des ministres qui le ramènent réellement pour travailler. Si tant est qu'ils l'ont ramené pour cette raison, ce que je ne comprends pas, ce que nous sommes nombreux à ne pas comprendre, c'est qu'il n'a rien qui le prédispose à ses fonctions. Il a juste une petite licence qu'il a obtenue, une licence qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le tourisme. On l'a ramené pour assurer des fonctions d'un secteur totalement naufragé, et d'ailleurs qu'il est quasiment impossible à redresser parce que le tourisme, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ne dépend pas d'un seul département. Le tourisme, c'est un tout.
Il faut que tous les pays fonctionnent bien, ses routes, ses taxis, ses hôtels, ses restaurants, sa police, sa justice, ses douanes, son aviation, ses transports, ses hôpitaux, pour que le pays puisse émerger dans le monde du tourisme et devenir une destination. Donc, alors pourquoi ils l'ont nommé? D'abord, c'est ça la vraie grande question. Très bien. Une fois qu'ils l'ont nommé, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Supposons qu'ils aient découvert que ce monsieur ait donc des antécédents judiciaires. D'abord, la question et que je poserai à mes invités quand ils seront avec moi, est comment 3 services de sécurité, 3, la gendarmerie, la police, les renseignements généraux, et l'ex-DRS, le DSS, qui mènent des enquêtes dites d'habilitation, parallèles, qui ne sont pas en contact les unes avec les autres, pour voir qu'elles sont toutes les mêmes. Comment se fait-il que 3 services de sécurité qui font des enquêtes d'habilitation pour un poste au plus haut niveau, celui de ministre, ne précisent pas ses antécédents judiciaires? Comment ça se fait? À ce point de débandade se trouvent ces services de sécurité? D'abord. La deuxième est que, si tant est que c'est vrai, que ce monsieur traîne des casseroles judiciaires, et que la présidence se soit rendue compte, et je vous rappelle que Nahar a dit que ce sont les services de sécurité qui ont alerté la présidence. Donc, à la limite, pour que ça n'éclabousse pas ces services de sécurité, et pour que ça n'éclabousse pas la présidence elle-même, et pour que ça n'éclabousse pas le gouvernement lui-même qui est censé avoir été consulté sur cette nomination, il aurait été plus sage, je crois, plus raisonnable, plus responsable, de demander à ce ministre, simplement, tout gentiment, de démissionner tout seul, d'invoquer une quelconque raison, de santé entre autres, et de partir sans faire de bruit. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a chassé et on a demandé à des médias qui sont proches du premier cercle, celui des frères Bouteflika, de lyncher le monsieur en répandant sur lui les pires informations imaginables, jusqu'à dire de lui qu'il a été condamné à 6 ans de prison. Or, et nous posons la question à nos invités, monsieur nous montre un casier judiciaire vierge, même si c'est un casier judiciaire numéro 3. Or, que les autorités consultent les casiers judiciaires numéro 2, qui ne vont que de la justice à l'administration et qui ne sont pas communicables. Ça veut dire même s'ils comportent des condamnations qui ont été réhabilitées entre-temps, personne n'a le droit de communiquer à la presse ou à qui que ce soit ces condamnations qui auraient été entre-temps effacées du casier judiciaire. Donc, alors pourquoi n'a-t-on pas demandé à ce monsieur de démissionner? Et là se trouve le nœud gordien de l'affaire. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. On a demandé au principal décideur de ce régime, et vous savez avec moi que ce n'est pas M. Abdelaziz Bouteflika, ce n'est pas le président de la République. C'est un secret de polichinelle. Le président de la République ne nomme ni ne dégomme. Tout le monde le sait. On a donc demandé à celui qui nomme, qui dégomme en son nom, de ne pas demander à ce ministre de démissionner, tout simplement. On lui a demandé de le chasser et de lâcher contre lui la meute. Pourquoi ? Et qu'on me pardonne si je spécule, parce qu'on ne nous laisse pas d'autre choix, parce que si cet État, appelons-le l'État, si l'État algérien communiquait normalement, s'il nous avait donné les vraies raisons de ce limogeage, s'il avait tenu une conférence de presse, pour le moins, pour nous dire ce qui se passe et ce qui a motivé ce limogeage qui va rentrer dans l'histoire, parce qu'il a limogé un ministre qui vient juste d'être nommé. C'est peut-être dans l'histoire le ministre qui a occupé un poste le moins longtemps. C'est le plus court passage dans un ministère jamais observé peut-être. Donc, est-ce que
c'est une vengeance? Donc je spécule, à partir du moment où il n'y a pas de... Est-ce que c'est une vengeance personnelle? Une vengeance hystérique de quelqu'un qui ne se contrôle pas, au point de compromettre l'image même de l'État tout entier dans son entièreté, dans sa majesté, dans sa solennité? Est-ce que c'est une vengeance de quelqu'un qui ne contrôle plus ses nerfs, qui a un comportement pour le moins pathologique? Ou est-ce que cette personne qui décide a-t-elle elle-même été piégée par un autre clan qui a voulu l'enfoncer en lui conseillant d'opter pour cette démarche? Ou alors, en avertissant subrepticement les médias qui lui sont inféodés de lyncher la personne pour faire ce qui a été fait. Et donc, aujourd'hui, le résultat, je ne vous l'apprends pas, mes chers amis, est que l'image de l'Algérie a été réellement dégradée. Partout, on en fait des gorges chaudes. Partout, on en parle comme d'un cas tombé de Mars, comme d'un cas qui rentrait dans les annales politiques. Et partout, les gens se posent des questions très, très sérieuses désormais. Et donc voilà, j'ai essayé de combler un peu l'absence de mes invités, même si je l'ai fait très mal, je m'en excuse, je n'y étais pas préparé. Et donc, je ne sais pas si Borhan Messir est avec nous à présent. Il y a encore un problème au téléphone et je vous rappelle que nous avons ces derniers temps de plus en plus de problèmes au téléphone. Mais je viens d'être rejoint par Boukhalifa Ben Mammar qui vient me sauver la vie. Salam Jamal, bonsoir. Je suis désolé un peu, c'était un peu alambiqué. Oui, c'était un peu une histoire de timing. Voilà. J'imagine, oui, mais ça ne fait rien. J'ai essayé de tenir le crachoir, comme on dit. Je m'excuse encore une fois, auprès de nos téléspectateurs. Je sais que ce n'est pas très agréable d'écouter une seule personne raconter sa vie, ou celle des autres. Alors, Boukhalifa Ben Mammar. Et on me dit maintenant que Borhan est arrivé. Donc, où il n'y a rien, Alléluia. où tout le monde arrive. Alléluia. Alléluia. Boukhalifa Ben Mammar. Donc, cette histoire, qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, ce limogeage de ce ministre? Qu'est-ce que vous en pensez, comme ça, à froid? En fait, il y a une double lecture. C'est que la première lecture, elle est d'ordre purement formel, puisque rien ne nous étonne de toute façon. Mais replacer l'élément dans son contexte, c'est quand même un état de déliquescence. Ce que je viens de dire. Oui, donc ouais. C'est malheureux pour notre pays, d'une part. Et puis, c'est un phénomène qu'il faut mettre en perspective. C'est-à-dire que, quand même, jusqu'à présent, le système a quand même toujours mis en place les formes pour éviter ce genre de situation, bien qu'il a toujours su masquer, camoufler. Mais aussi, l'autre lecture la plus importante à mon sens, c'est celle qui concerne les digues. C'est les fameuses digues qui ont permis que, même dans un état de déliquescence, l'État au sens état du terme a toujours plus ou moins fonctionné, parce que ma profonde conviction, c'est qu'il y a quand même toujours des gens intègres à toutes les échelles et dans tous les services qui ont refusé quand même de cautionner le système. Oui, mais ces digues ont sauté. Oui, alors le gros problème d'abord qui se pose, parce que pourquoi ce régime s'est-il tiré une balle dans les pieds, j'allais dire dans la tête, dans le pied, alors que rien ne l'y obligeait? Il aurait pu demander tout simplement à ce jeune homme de démissionner, qu'il ne faisait pas l'affaire et qu'il lui laissait une porte de salut, une planche de salut pour s'en tirer dignement, sans qu'on attente à son honneur, à sa dignité. Écoutez, jeune homme, vous allez démissionner pour raison de santé et qu'on n'en parle plus. Je présume qu'il l'aurait fait. Oui, de toute façon, sur injonction, gentiment demandé, il l'aurait fait. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils ont opté pour cette façon de faire qui est vraiment suicidaire, non pas pour le monsieur, c'est pour le régime? Oui, mais parce qu'il y a aussi une... L'image est désastreuse de l'Algérie aujourd'hui. Juste après le revers quand même électoral, oui. Donc il y a quand même une volonté d'image, en fait, pas une réelle volonté de reprise en main. Oui, mais quelle reprise en main? C'est un suicide, c'est un naufrage. Ils se sont tirés... Mais jamais on a vu ça. D'abord, le communiqué
communiqué, il ne parle pas du tout d'antécédents judiciaires. Il est laconique. Laconique. Oui. Mais à côté, on a demandé aux médias qui sont proches du régime de faire le boulot. De faire le boulot. Borhan Messir est avec nous. Borhan Messir, vous êtes avec nous? Est-ce que vous nous entendez? Ah, il y a un souci. Donc, ça pose vraiment... Moi, personnellement, c'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire que si encore, ça fait partie de tout un ensemble de faits, de faisceaux à mettre en perspective, quand vous avez quand même une personne aussi compétente soit-elle qui a été condamnée, qui a été condamnée pour des faits graves, qui reprend quand même la direction de la Sonatrach. Mais lui dit ne pas... ah, d'accord. Voilà. Oui, absolument. Donc, quand vous imaginez à ce niveau-là, donc c'est ce que je vous ai dit. Absolument. Nous allons y revenir, Borhan Messir, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir, M. Benchenouf. Bonsoir. Désolé parce que je suis à l'extérieur, je n'ai pas pu écouter le début de l'émission. Ah, c'est dommage parce que nous avons vraiment essayé de vous avoir. Mais sinon, Borhan Messir, merci d'être avec nous. Alors, dites-moi, je vous en prie. D'abord, votre sentiment sur cette très étrange affaire avant que je vous pose quelques questions. Écoutez, moi, avant de rentrer directement dans le fond du problème par rapport à la nomination et au limogeage de ce ministre, là, j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière, si vous permettez. Je vous en prie. Parce que dès le début, tout était flou. Rappelez-vous, c'était d'ailleurs au lendemain de la proclamation des résultats provisoires par le Conseil constitutionnel. Celle-là, elle a commencé par mener des consultations pour le nouveau gouvernement. Il y avait M. Jamal Ould Abbas, le SG du FLN, qui également a été le premier à justifier cela en annonçant la reconduction de celle-là. Oui. Donc, si vous permettez, des consultations ont eu lieu pendant quelques jours, sans qu'aucune institution officielle ne vienne infirmer ou bien confirmer la chose. Et au moment où tout allait pour le meilleur des mondes, coup de théâtre, celle-là elle est remplacée par Tebboune. Donc déjà, au départ, il y avait déjà un petit cafouillage. Rappelez-vous, M. Benchenouf. Allô? Oui, on vous entend. Allô? On vous écoute. Coupé. Non, on vous entend. Allô? On vous entend. Je t'entends rien. Allô? On vous entend très bien. Poursuivez. Allô? Oui, Borhan, on vous entend très bien. Borhan Messir. Pardon. Oui, donc je disais, je m'excuse parce que je n'entendais rien du tout. Non, on vous entend. Monsieur Benchenouf, rappelez-vous, lors de votre émission, le premier jour de la nomination de M. Tebboune, il y avait deux questions qui ont été posées. On s'était posé la question, est-ce que Tebboune va consulter ou bien choisir ses propres hommes, ou alors, si vous vous rappelez, est-ce qu'il va composer avec les hommes consultés et peut-être choisis par celle-là? Et là, tout porte à croire que c'est la seconde question qui l'emporte. Et pire encore, ça démontre que ça a été fait dans la précipitation. Maintenant, par rapport au choix de ce ministre, là j'essaie d'accélérer parce que je risque d'être coupé, monsieur. Donc, par rapport à la nomination du ministre, vous savez que constitutionnellement, si on regarde les textes, du moins la Constitution, il n'y a aucun texte réglementaire qui oblige, du moins qui définit les critères de sélection d'un ministre. Donc le président a le libre choix de choisir le ministre qu'il veut, constitutionnellement. Oui. Et il ne faut pas oublier une chose, que ce gouvernement, du moins le remplacement de M. Semmi, intervient juste après, c'est-à-dire le premier gouvernement qui intervient après la dissolution de l'ex-DRS. Maintenant, en tant qu'Algérien, les questions que je me pose par rapport à cette situation, cette nomination et ce limogeage, nomination surprise et limogeage tout autant une surprise. Oui. Alors, quelles sont les vraies raisons maintenant? Il faut se poser les vraies questions. Quelles sont les vraies raisons qui ont prévalu à la nomination et au limogeage de ce ministre? Oui. Sans vraiment rentrer dans le fond du sujet et sans mettre en doute carrément la parole du ministre. Pourquoi est-ce qu'on lui a permis de gravir tous les échelons politiques, lui d'ailleurs qui, malgré son jeune âge, a de sérieux démêlés avec la justice? Il a beau arborer le fameux casier judiciaire numéro 3, mais il a de sérieuses affaires au niveau des justices, est-ce qu'elles soient pendantes ou pas. D'ailleurs, au niveau des fameux casiers judiciaires pour les nominations à des postes supérieurs, les fameux casiers judiciaires, le numéro 1 et le numéro 2, il faut ressortir ces choses-là. Autre question, pourquoi... Oui, mais Borhan Messir, si tant est qu'il a été condamné et réhabilité, ça veut dire que les condamnations ont été effacées du numéro 3. Légalement... Je très très mal. Alors poursuivez, je vous laisse poursuivre, Borhan. Je vous laisse poursuivre. J'entends très très mal. Ben, ça ne fait rien, je vous laisse poursuivre, je ne vous interromps pas.
D'accord. Donc, tout à l'heure, au début de l'éditorial, vous avez soulevé le cas du fameux média qui a pris en charge le dossier. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on a laissé à ce média, et d'ailleurs très connu pour cette polémique, on lui a vraiment laissé tout l'espace pour traiter, faire la pluie et le beau temps dans une affaire politique et qui maintenant verse carrément dans le sensationnel. Autre question également, pourquoi est-ce que le FLN et le RND se taisent? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas réagi? Oui. Il y a autant de questions vraiment qui restent en suspens. Brahim, est-ce que vous m'entendez là? Je vous entends très 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 faiblement. Alors, j'espère que la régie, ils vont pouvoir faire quelque chose. J'aimerais savoir pourquoi on ne lui a pas demandé de démissionner plutôt que de le lyncher de cette façon. On va vous répéter la question depuis la régie. Alors, Brahim, pourquoi on ne lui a pas demandé de démissionner pour ne pas l'humilier de cette façon et en même temps pour garder de l'État l'image d'un État qui sait ce qu'il fait, qui sait qui il nomme et qui il dégomme? On aurait dit, bon, le monsieur a démissionné pour des raisons de santé, dommage. Pourquoi? Et là, pour répondre à votre question, je vous renvoie vers la question que j'ai posée en premier. C'est-à-dire, si on arrive à connaître les vraies raisons de sa nomination, on comprendra vraiment les vraies raisons de son limogeage. Maintenant, qui est celui qui a voulu, dis-moi, celui qui a décidé de faire dans le vraiment, entre guillemets, le brutal, c'est que vraiment, c'était une réponse, comme dit le fameux proverbe, c'est une réponse du berger à la bergère. Donc, quelqu'un a voulu répondre d'une manière brutale à une autre personne. Quels sont ces gens-là? Là est la question. C'est vrai qu'on aurait pu le laisser pendant un mois, pendant une semaine, 10 jours et invoquer n'importe quelle raison. Mais en plus, parce que moi j'ai suivi le fil de l'APS, il ne donne pas les raisons du tout. Mais par contre, la chaîne de télévision, et c'est là où le bas blesse, c'est que la chaîne de télévision a pris le relais pour rendre une affaire qui était politique, la rendre comme étant un simple fait d'un truc comment dirais-je, de fait divers. Brahim, monsieur, j'espère que vous allez pouvoir m'entendre. Est-ce que Brahim peut m'entendre? Je vous entends. Très bien. Alors, Brahim, monsieur, est-ce que le régime qui a donc... est-ce que nous pouvons dire que le régime a peut-être été piégé pour prendre une telle mesure? Parce qu'aujourd'hui, à l'international, et vous en savez quelque chose, vous qui avez été haut fonctionnaire à l'international, parce qu'à l'international, son image est très sérieusement écornée, pour le moins. Oui, c'est clair que parmi l'une des premières conséquences de ce scandale, c'est l'image du PIC qui a pris un cours, du moins dans l'international, comme vous le dites, ou bien ne serait-ce qu'au niveau régional. Maintenant, pourquoi ça a été fait? Là, c'est toujours la même question. L'image de marque de l'Algérie, c'est clair qu'elle a pris un coup. On n'a pas un ministre et on ne se fait pas apaiser sur ce genre de choses. Avant, qu'on le veuille ou non, elle valait ce qu'elle valait. Il y avait les fameuses enquêtes d'habilitation. Elle valait ce qu'elle valait, ces enquêtes-là. Mais au moins, on ne pouvait plus éviter ce genre de scandale. Mais là, c'est comme si qu'il n'y avait pas eu d'enquête au préalable. C'est comme si, comme vous le dites, quelqu'un voulait piéger un autre. Mais de toutes les façons, de toutes les manières, ce sont les institutions du pays qui sont en train de prendre un coup. Brahim, monsieur, je reviens à vous dans un moment et je vous demanderai de nous parler un peu de ce qu'est une enquête d'habilitation, pour qu'on ait une idée précise sur la question. Je reviens à vous dans un petit moment. Alors, Boukhalifa, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire notre ami monsieur Brahim? C'est vrai qu'effectivement, on peut être tenté d'aller au fond des choses. Sur un plan journalistique, moi, c'est pas mon domaine. Et par contre, en tant que citoyen, on est en droit de se poser des questions sur les dessous de cette affaire. On peut être aussi tenté d'apporter enfin, même pas des explications, mais essayer de supputer ou de subodorer des règlements de compte encore parfois interposés. Entre qui puisque là, c'est le poulain de Ben Younes. Mais vous pensez que Ben Younes puisse être l'objet d'un règlement de compte? Moi, je ne pense pas. Je me trompe peut-être. Mais pour moi, il est tellement périphérique qui n'a aucune forme d'importance. On ne règle pas le compte d'un Amara Ben Younes autrement qu'en le limogeant, et ça a été fait. Donc ça y est, le problème est réglé. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, c'est que moi je ne suis pas enclin, en toute honnêteté, à vraiment
supputer ou subodorer sur un tel ou sur des choses là, mais le fait en lui-même, à l'instar de beaucoup d'autres faits qui constituent un faisceau, où je vous ai dit les fameuses digues qui jusqu'à présent l'Algérie a été ce qu'elle a été, mais les digues, il y a toujours eu des digues, même dans les pires moments de la dictature, mais il y a eu des digues, c'est-à-dire que des gens qui ont occupé des postes sérieux avaient quand même un minimum de compétences. C'est vrai. Un minimum de compétences et un minimum d'élégance, ces gens-là. Et même quand on limogeait des gens, on le faisait, comme vous dites, voilà, élégamment. C'est vrai. Voilà. Donc aujourd'hui, toutes ces digues, le danger par rapport à notre pays, c'est que toutes ces digues ont été rompues. C'est la déferlante de l'hystérie, on a l'impression. Il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un peu plus d'un mois de ça, on était quand même dans les élections d'Atashkara. Oui. Il faut pas quelles élections voilà. Donc tout ce simulacre, qui a accouché de ce que l'on sait, et qu'on essaie de duper encore une fois la société par un phénomène de pseudo-démocratie. Regardez, nous on fait les choses, mais en réalité ça, ce qu'on ne peut plus, ce qu'on ne peut plus masquer, c'est qu'on est réellement dans un état de déliquescence totale. Donc les enquêtes d'habilitation, elles sont faites à des niveaux beaucoup plus bas que ça. Absolument. Au niveau des daïra, il faut même pas un directeur de l'exécutif, de wilaya. Bien sûr, exactement. Et je peux vous dire que pour l'avoir vécu avec des amis, quand on crée des associations là-bas, quand vous déposiez, le trésorier était censé avoir un casier judiciaire vierge. Oui. En plus d'une enquête d'habilitation qui venait à côté, qui était menée par les PRG, les RG. Voilà. Ouais. Et puis il faut pas non plus se voiler la face. Donc je pense que le monsieur en était bien au courant de son pédigré dès le départ. Donc il a eu des démêlés déjà pour être candidat. Le Wali a rejeté sa candidature. Voilà. Ouais. Et je pense qu'à un niveau beaucoup plus important, il ne doit pas être le seul. Ça, c'est ce qui est avéré, sans compter ceux qui sont passés dans les mailles du filet. Mais si on dégommait pour des raisons judiciaires, ça se saurait. Vous venez de le dire, le PDG de Sonatrach a été rappelé, a fait de la prison, et quelle peine, et pour quel chef d'inculpation, vraiment infamant. Il n'est pas le seul. Il y a Tebboune qui a été gravement mis en cause. Il y a Sidi Saïd de l'UJTA qui a été gravement mis en cause. Boujara Sultani, Shakib Khalil. Ils se comptent par dizaines et ils n'ont pas été limogés pour autant. Oui, mais c'est aussi, ça démontre le caractère un peu bicéphale de notre justice en Algérie. Schizophrénique, vous voulez dire? Oui, elle est à 2 à 3 vitesses. C'est que, elle se montre d'une clémence nonchalante à l'égard de ceux qui ont pillé les biens de l'Algérie, qui continuent à le faire, et elle se montre sans la moindre pitié pour des gens qui ont des revendications politiques. Donc quand on vous accuse, à l'image des Mozabites, à l'image de Kamal Frardine et tout, donc qui écope quand même d'une peine de prison avec sursis, mais qui écope quand même d'une peine de prison, qui est un procès politique en lui-même. C'est cette façon de faire aussi. On est quand même sur des niveaux de responsabilité du ministère. De poids, de mesure. Exactement. Et l'histoire va retenir aussi, c'est que dans toutes les fins de règne, la première institution qui s'emballe, mais qui s'emballe vraiment dans le mauvais sens, c'est l'institution judiciaire, déjà, d'une part. On a toujours en tête l'exemple de l'ex-RDA. Oui. Donc les tentatives d'intimidation de tous les militants pro-démocratiques dans l'ex-Allemagne de l'Est ont vécu le pire vers la dernière année de l'ex-RDA. Oui. Alors, donc, ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce fameux tableau où on a une déliquescence du système. Donc, il y a une image, quand les digues sont rompues, comme vous disiez, ce sont des flots de scandales qui se déversent. Qu'on ne peut plus cacher, qu'on ne peut plus cacher. Et tout ce qui remonte à la surface n'est pas toujours très joli à voir. Oui. Et vous savez aussi, c'est que c'est des choses qui font mal dans le sens où
ça hypothèque encore les chances de reprise et de construction d'une alternative politique, parce que le système se saisit justement de ces affaires pour en faire un moyen de distraction. Quelle distraction, mon Dieu. Nous allons recevoir Yahya Mkhioba. Merci d'être avec nous, Yahya. Yahya Mkhioba. Merci à vous, Sidi Jamaldine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Yahya Mkhioba, oui, Sidi Jamaldine, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Et vous nous entendez, Yahya? Yahya? Alors, Yahya, j'aimerais, si vous ne m'entendez pas, que la régie vous dise, de nous dire votre sentiment sur cette très étrange affaire, comme je l'ai déjà qualifiée. Yahya, vous m'entendez là, Yahya? 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 Est-ce que Yahya m'entend? Là, je ne vous entends plus. Hein. Yahya, est-ce que vous m'entendez? Alors, je vous entends, c'est Jamal. Très bien. Alors, je vous laisse vous exprimer sur cette affaire Ben Agoun. Je ne vous interromprai pas, comme ça vous pourrez aller jusqu'au bout de vos pensées. Merci beaucoup. Je pense que cette affaire du ministre du Tourisme qui a occupé le poste pendant 72 heures, comme vient de le dire votre invité, ça démontre un petit peu, l'apogée de la phase début de déliquescence de l'État qu'on a commencé à dénoncer en 2011-2012, où on a vu des pratiques qui ne ressemblent pas à la pratique normale dans un État normal ou dans un État qui se respecte. Maintenant, on voit que même les services de l'État, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, n'est pas capable aujourd'hui d'avoir une fiche, disons une représentation technique ou judiciaire d'un futur ministre qui est quand même une responsabilité assez importante, et devenir membre du gouvernement avec un comportement, avec un profil pareil. Après, il faut se demander aussi, c'est qui l'État? C'est les gens qui le composent. Quand vous voyez que ce monsieur est le conseiller d'Ammar Ben Younes, c'est quand même grave. Ammar Ben Younes a été ministre 2 à 3 fois. Donc s'il arrive à se faire conseiller par ce monsieur, c'est que même le profil d'Ammar Ben Younes n'est pas très loin du profil de monsieur Ben Agoun. Maintenant, moi je vais vous donner mon avis. Yahya, j'ai entendu sur votre plateau et sur d'autres plateaux, les gens regrettaient les enquêtes d'habilitation. C'est la pratique de l'enquête d'habilitation ce qui nous a fait arriver à la situation de la déliquescence de l'État. Il n'est pas normal dans un État de droit que les services de renseignement, les services de sécurité habilitent flan ou flan à devenir ministre ou à ne pas devenir ministre, habilite Sibin Chenouf à devenir chef d'aïra ou maire ou député. Non. Ce qui nous donne l'habilitation pour accéder à la responsabilité politique, c'est le suffrage universel, c'est Chab, c'est la population, c'est les élections libres et transparentes. Maintenant, si les gens ont des antécédents judiciaires ou ils ont des condamnations, il est tout à fait normal que dans un état de droit, quand vous êtes candidat à une mandature ou un poste politique, vous devez présenter patte blanche. C'est-à-dire vous devez présenter votre casier judiciaire. Si votre casier judiciaire est inscrit, vous êtes automatiquement éliminé par les autorités judiciaires. C'est pas le DRS, ni l'IRG, ni la police, ni quelconque service de sécurité qui doit habiliter les gens. Moi, j'invite l'élite algérienne à sortir de cette réflexion stalinienne. يعني الناس اليوم مشيت en 2017 الناس regrettent comme si on regrettait Général Toufik, on regrette le DRS qui habilitait les gens. J'ai entendu des gens dire « Ah, si c'était l'époque de Toufik, ça ne serait jamais arrivé. » Mais à l'époque de Toufik, il y a des gens qui sont pires que M. Ben Agoun, qui sont devenus ministres. Il y a des criminels qui sont devenus ministres. Il y a des criminels qui sont devenus chefs de l'État. Nazar, c'est un criminel. Nazar, c'est un officier de l'armée française qui est devenu membre du ACE à l'époque de Toufik. Donc, il ne faut pas nous raconter des histoires et dire que le rempart contre ce genre d'erreur ou le rempart contre la déliquescence de l'État, c'est les enquêtes d'habilitation ou les services de sécurité. Non, le rempart contre la déliquescence, c'est la démocratie. C'est les institutions, c'est l'État de droit, c'est les institutions fortes
illégitime par le suffrage universel. C'est la population, c'est le peuple qui décide qui doit être ministre, qui doit être chef de l'État, qui doit être député, qui doit être maire. Et puis, au sein de l'administration, pour devenir préfet ou sous-préfet, il y a des règles. Merci Yahya, merci. Je suis désolé de vous interrompre. Je voulais juste vous dire, c'est dommage que nous ne puissions pas dialoguer, mais je voulais juste vous dire que d'abord, pour ce qui est de M. Benaghoun, moi, je crois en la présomption d'innocence. Tant que rien n'est prouvé contre lui, pour moi, il n'a aucun antécédent judiciaire. Je considère que c'est un lynchage, que c'est un coup monté, que c'est un complot. Nous devons lui accorder le bénéfice du doute jusqu'à ce que le contraire puisse être prouvé. De deux, pour ce qui est des enquêtes d'habilitation, on les appelle comme on veut, mais des enquêtes avant nomination, c'est dans l'usage même de la République, parce qu'il y a une différence entre les élections et les nominations des grands serviteurs et des grands commis de l'État. Les élus sont désignés par le peuple, mais les ministres et les grands commis de l'État, avant d'être nommés, il est normal qu'on puisse mener sur eux des enquêtes discrètes, même si elles ne ressortent pas seulement du seul volet judiciaire. On peut enquêter sur eux sur d'autres choses. Et je rappelle qu'aujourd'hui, justement, il y a une très grosse affaire qui va défrayer la chronique d'une façon vraiment scandaleuse, d'une façon énormissime, qui concerne un PDG, un directeur général d'une grande filiale de Sonatrach. C'est une affaire très grave, dont je ne peux pas parler pour une question de pudeur. Mais bon, c'est un gros scandale, juste pour vous dire. Yahya Mkhioba, merci. Je reviens à Borhan Messir. Nous arrivons vers la fin. Borhan Messir, vous m'entendez? Borhan Messir. Monsieur Benchenouf, oui. Je voulais vous demander de nous parler un peu de ces enquêtes ou de ces enquêtes d'habilitation avant la nomination des grands serviteurs de l'État. Oui, d'abord, M. Benchenouf, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Oui. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les enquêtes d'habilitation valaient ce qu'elles valaient. Et de deux, les enquêtes d'habilitation ne dataient pas de l'ère Taoufir, elles étaient bien avant Taoufir. Les enquêtes d'habilitation, c'est quoi exactement? Et là, on n'est pas en train de regretter les enquêtes d'habilitation. Elles avaient plus ou moins un poids et elles pouvaient plus ou moins, donc, entre parenthèses, influer sur le centre décisionnel. Maintenant, les enquêtes d'habilitation, c'est quoi? Ce sont des enquêtes qui sont menées simultanément et conjointement par les trois services de sécurité. Vous avez l'ex-DRS, vous avez la DGSN et la gendarmerie nationale. Ces enquêtes-là étaient menées au niveau de la résidence du candidat, au niveau de sa ville natale, au niveau des différents endroits où il a été affecté, ou là, du moins il a travaillé, au niveau de l'université où il a étudié. C'est des enquêtes qui concernent aussi bien le volet sécuritaire que le volet, comment dirais-je, entre guillemets, droit commun. Donc ça touchait à tout, les fréquentations, quel journal telle ou telle personne lisait. Il y avait des enquêtes qui étaient plus ou moins approfondies. Maintenant, il suffisait qu'un des trois services rendait un avis négatif pour que le dossier soit rejeté. Mais rejeté par qui? Rejeté à un très haut niveau, au niveau de la présidence ou de la chefferie du gouvernement. C'est comme ça que les enquêtes se... Ça ne veut pas dire que quand on dit que quelqu'un n'est pas bon, forcément il ne va pas passer. Donc il peut, à un certain niveau, dire que non, telle ou telle chose n'est pas conforme ou telle chose n'est pas normale. Voilà, très bien. Et donc, pour conclure, Borhan Messir, avant de nous quitter, d'après vous, ça va finir comment cette histoire? Écoutez, là, nous sommes déjà devant un blocage certain. Vous savez, maintenant, le côté du gouvernement, il devait se réunir pour élaborer le fameux plan d'action qui doit être proposé au Conseil des ministres en vue de le faire passer par devant le Parlement. Là, le Conseil ne s'est pas réuni. Il y a même un risque de toucher carrément à la cohésion du gouvernement. Les choses prennent maintenant. Regardez sur le terrain, 48 heures après le scandale, 48 heures après, sur le terrain, il n'y a pas de ministre qui se manifeste au sens propre du terme. Là, c'est-à-dire déjà la situation, par rapport à la situation financière, la situation économique du pays, qui était déjà très fragile, maintenant elle est encore plus fragilisée par ce scandale-là. Mais d'après vous, est-ce que Tebboune a réellement joué un rôle comme on le prétend? Parce que je vous rappelle que par rapport au communiqué présidentiel, il évoque l'article 93 de la Constitution qui dit qu'il a donc consulté le chef du gouvernement avant de limoger le ministre. Or, l'article 93
parle de consultation pour ce qui est des nominations, mais pas pour ce qui est des limogeages. Donc le président peut limoger sans consulter le Premier ministre. Or là, il nous précise qu'il l'a consulté. Est-ce vrai? Allô? Est-ce que Brahim Messir m'a entendu? Malheureusement, je crois que non. Brahim Messir, vous m'entendez? Alors, Brahim Messir, je voulais vous dire... Je n'entends rien là. Allô? Et là, vous m'entendez, Brahim Messir? Maintenant, je vous entends. Très bien. Alors, est-ce que réellement, comme le prétend le communiqué, le président, enfin le président ou celui qui agit en son nom, a consulté M. Tebboune, le chef du gouvernement, le Premier ministre? Ah. Oui, je n'entends rien là. Écoutez, Brahim Messir, merci beaucoup. Je vous remercie, c'est vraiment dommage. Je suis désolé pour ces fâcheux contretemps techniques. Je suis vraiment désolé. Au plaisir de vous revoir, Brahim Messir, et merci beaucoup. Boukhalifa Ben Momar, la même question d'abord avant de vous en poser une autre. Est-ce que vous pensez qu'il a vraiment consulté M. Tebboune? Non, mais je pense que, de toute façon, c'est un peu comme ici, c'est des relations de collaborateurs. Hein, donc, c'est pas, on n'est pas dans des... c'est très formel ce que nous on voit. Hein. Le pouvoir chez nous est très vertical. Donc, ce n'est pas une relation de... on ne vient pas du même bord politique, ce n'est pas un projet de majorité réellement qui est porté. Voilà, il se retrouve à la tête du ministère de fait. Donc qu'il soit compétent ou pas du tout, donc le problème n'est pas là. Donc ces rapports d'inféodation... c'est juste de la poudre aux yeux, c'est tout. En fait, c'est une du formalisme pour les gogos que nous sommes. Par contre, le véritable centre de décision est ailleurs. Puisque ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les ministères, donc les marchés qui transitent par les ministères, donc, font que la clientèle du régime a un droit de regard sur les gens qui vont gérer tout ça. On sait pertinemment que les directeurs de cabinet ne vont pas bouger, les pièces maîtresses dans les rouages des cabinets des ministères sont inamovibles, donc ne vont pas bouger, donc c'est eux qui assurent la continuité du service. Alors, deux questions très vite, parce que nous arrivons vers la fin, juste pour montrer à quel point ça se délite, comme vous disiez. Vous avez entendu parler de d'ex-ministre des Affaires religieuses qui a tiré sur son épouse et de ce grand patron d'une grosse filiale de Sonatrach qui se trouve en ce moment même plongé dans un gros scandale dont je ne peux même pas citer les détails? Ah oui, c'est impressionnant, c'est que on a l'impression de se retrouver dans des histoires des républiques bananières d'Amérique latine des années 80, ouais. Alors que, comme je vous ai dit, les fameuses digues sont rompues. Oui. Les fameuses digues sont rompues, autrement dit... tout peut arriver. Tout peut arriver, et le risque aujourd'hui, le risque est majeur pour nous, dans le sens où l'exécutif ne semble gérer à peu près la rente qu'il y a, avec un risque de rupture budgétaire à horizon 2018, c'est-à-dire l'année prochaine. Oui. Donc, quels que soient les réajustements qui vont être faits, mais on ne sera pas à l'abri de tels phénomènes. Donc, une personne de plus de 90 ans disposant d'une arme à feu qui tire sur son épouse. Voilà. Donc, et ma foi, c'est révélateur Ce sont des choses de la vie qu'on déplore, mais c'est gravissime. C'est gravissime. Franchement... C'est gravissime, d'autant plus que la société, quand même, n'a pas implosé, malgré les 10 années oui. de terreur que notre société a vécue. Elle n'a pas implosé, parce que les gens qui n'ont pas grand-chose à perdre tiennent aussi à l'espoir, croient que les choses vont peut-être changer. Et puis, ce n'est pas de la fatalité. Je pense aussi que notre peuple est doté quand même d'un formidable... capacité de résilience. C'est vrai, hein, sans vouloir faire dans la démagogie, c'est vrai que je vois mal une société qui puisse avoir subi autant de dégradation, de prédation, avoir été placée autant d'années sous la responsabilité de tels personnages qui n'explosent pas, c'est quand même franchement méritoire
pour le moins. Bien sûr, parce que c'est les capacités de résilience, contrairement à ce que l'on veut faire croire. Oui. C'est que le système a confiné les circuits de corruption. Il les a confinés. Donc en essayant même de contaminer un peu les populations, il arrive à toucher un petit peu. Mais en profondeur, ça ne touche pas la société profonde. C'est des espaces qui sont confinés. Et je voulais juste te dire que nous avons aussi des dynasties ministérielles en Algérie. Oui. Nous avons, à l'image des Zerhouni, Oui. qui sont des ministres depuis un bon moment, c'est des notables. Et aussi, je pense que c'est un fait d'histoire auquel on devrait s'intéresser à la fois sur le plan politique, c'est très important. Donc je ne fais pas un fixe focus sur le personnage, mais nous avons aussi quand même ces choses-là qui malheureusement minent un petit peu aussi l'avenir de pas qu'un petit peu. Ouais. Merci beaucoup. Nous arrivons donc à la fin de l'émission. Je vous demande simplement, pardonnez-nous. Ce sont des aléas techniques qui ne relèvent pas de notre seule volonté, qui arrivent comme ça, que nous regrettons. En espérant vous revoir dans de meilleures conditions. Sahaf Torkum, Qawala Khair. Merci.